Pas à Pas, le podcast d'assurance prévention qui vous informe et vous accompagne pour prévenir les chutes des personnes âgées. D'après le ministère chargé de l'autonomie, en France, les chutes des personnes âgées sont responsables de 100 000 hospitalisations par an et plus de 10 000 décès. Alors que vous soyez une personne à risque, un aidant, un proche ou un simple citoyen, vous pouvez toutes et tous agir à votre échelle pour répondre à cet enjeu de santé publique. C'est pour vous donner les moyens d'agir qu'au sein d'Assurance Prévention, l'association de France Assureurs, nous sommes mobilisés pour prévenir les risques du quotidien. Il s'agisse des risques routiers, naturels, des risques de santé et des accidents de la vie courante. Vous entendrez donc dans ce podcast des témoignages et des paroles d'experts pour vous informer et vous accompagner pas à pas sur ce sujet souvent sensible. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ombline Desgermanozda, je suis journaliste et je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast. D'après une enquête Ipsos Massive de 2020, en France, il existe près de 11 millions d'aidants et leur moyenne d'âge est de 49 ans. Mais que signifie être aidant ? Quelles implications ce rôle a-t-il dans le quotidien de la personne ? Comment concilier vie d'aidant, vie personnelle et professionnelle ? Existe-t-il des dispositifs d'aide spécifiques pour les aidants ? Pour répondre à toutes ces questions, dans ce 4e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Souad Méziane Damné. Elle est psychologue, neuropsychologue et chercheure en gériatrie. Elle est aussi spécialisée dans les troubles du comportement et les aidants. Bonjour Souad Méziane Damné et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors pour commencer, être aidant, qu'est-ce que cela signifie ? Être aidant, ça signifie qu'on se retrouve à côté d'une personne qui n'arrive plus à s'assumer, à garantir tout son quotidien toute seule. Donc ça signifie qu'on a besoin de pallier à des degrés différents les besoins d'un parent à côté qui est en perte d'autonomie. Merci beaucoup. Et qui devient aidant ? Que faut-il savoir quand on endosse cette responsabilité ? Qui devient aidant ? Ça peut être le conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être un des enfants qui va devenir l'aidant principal et puis les autres enfants vont être des aidants secondaires. Mais ça va dépendre aussi de la proximité géographique de la personne, ça va dépendre de la disponibilité du parent le plus proche. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer dans cette dimension d'aidant. Ça peut être l'enfant qui est unique, qui n'a pas le choix. Donc c'est vrai que c'est différent, il y a différentes cas de figure, mais ça va dépendre de la disponibilité, de la proximité et puis aussi de la volonté de l'être. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une mission nouvelle qui va chambouler un peu tout le système familial. Donc c'est vrai que chaque famille, chaque système a un fonctionnement dans lequel il y a une répartition des rôles. Et donc cette répartition des rôles, elle est plus ou moins équilibrée avec des volontés, c'est un équilibre, un peu un système familial qui existe, qui tient la route. Et puis à un certain moment, avec l'arrivée de la dépendance et des fois qui va être majoré par une perte cognitive, il y a tout ce système qui est déséquilibré. Donc, toutes les missions jouées par le parent, il faut les relayer. Mais en plus, il faut veiller sur sa sécurité et ses propres besoins. Donc, la mission de l'aidant va se retrouver complètement chamboulée et ça nécessite un peu de temps et d'accompagnement pour pouvoir la réajuster. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un travail à faire pour comprendre un petit peu les vrais besoins. Et on a besoin d'évaluer au plus juste les besoins du parent pour surtout préserver son autonomie. Donc on le laisse vraiment faire tout ce qu'il peut encore faire et on va pallier subtilement ses besoins pour lui garantir un équilibre et une sécurité un petit peu dans le quotidien. Merci Souad. Et vous parliez du besoin justement d'ajuster la mission de l'aidant en fonction du besoin de l'aider. La culpabilité de ne pas pouvoir tout faire pour l'aider et celle de se reposer ou de demander de l'aide est un sentiment que peuvent ressentir les aidants. C'est ce qui ressort du témoignage de Marie-Paul qui nous écrit et qui nous dit « Bonjour, je suis l'aidante familiale de ma maman depuis 2 ans. Elle est très âgée et je souhaite la maintenir chez elle le plus longtemps possible. La semaine dernière, je suis allée faire une course et le temps de mon absence, ma maman a chuté. Je culpabilise beaucoup de ne pas avoir été là. Comment faire pour que cette culpabilité qui revient souvent ne devienne trop lourde et qu'elle affecte mon bien-être et puis mon rôle d'aidant ? C'est vrai que l'aidant, face à la perte d'autonomie de son parent,
il va se retrouver entre une volonté de répondre à des engagements qu'il a eu avant, c'est-à-dire par exemple le maintien au domicile jusqu'au bout, mais en même temps, à côté, il y a une espèce de recherche de sécurité. Et donc, on est un petit peu partagé entre est-ce que je vais répondre à un engagement, à une promesse que j'ai donnée dans un contexte particulier dans lequel l'état du parent était peut-être moins affecté et puis moi-même, j'étais en forme, et en même temps une recherche de sécurité, parce qu'on voit des fois qu'il y a qu'on a des situations où il y a le maintien au domicile au-delà de la possibilité de maintenir une sécurité de la personne. Donc il y a des prises de risques sur le plan sécuritaire au niveau du domicile parce qu'on veut absolument maintenir au domicile jusqu'au bout. Donc le but c'est de garantir une sécurité aux parents, et de travailler sur ces dimensions un peu de culpabilité, mais qui restera toujours là, mais qui peut être réajustée. Et cette culpabilité, elle peut aussi être écoutée, elle peut être réajustée, et elle se réajuste notamment avec tous les programmes psychoéducatifs qui existent, parce que le but, c'est d'arriver à amener l'aidant à comprendre son potentiel, mais aussi ses limites, et qu'il ne va pas au-delà de ses limites. Donc oui, d'accompagner son parent, de rester jusqu'au bout avec ses parents, mais il continuera quand même à rester auprès de son parent, même au-delà, par exemple, d'une entrée en institution dans laquelle on va rechercher davantage de sécurité. Donc le but, c'est de réajuster cette culpabilité et que l'aidant arrive quand même à comprendre qu'il n'est pas responsable de cette perte d'autonomie de son parent. Il est là pour l'accompagner, mais c'est pas lui. Il n'est pas entièrement responsable. Il y a plusieurs facteurs qui vont se juxtaposer. Il y a des fois la perte cognitive, il y a des fois l'environnement qui devient inadapté. Donc il y a plusieurs facteurs qui font qu'il y a une perte d'autonomie de ce parent, mais c'est pas lui qui est responsable. Donc il faut accompagner les aidants à réajuster les choses et surtout accepter les aides et s'autoriser à prendre un peu de répit pour accompagner le mieux possible son parent. Merci. Et ce que je comprends, c'est que la chute de la personne âgée aidée ne doit pas tout remettre en question dans la qualité du rôle de l'aidant auprès de l'aidé. Est-ce que c'est bien ça? Alors c'est vrai que la chute, elle est un peu dramatique parce qu'on mesure un petit peu tout ce qui peut en découler. Il peut y avoir des fractures, des hospitalisations. C'est aussi pour une espèce de chute symbolique pour l'aidant parce qu'il n'a pas su protéger son parent. Mais c'est encore une fois, il n'est pas responsable. Bien sûr, il a un rôle à jouer dans la réorganisation de l'espace, dans la recherche d'origine de cette chute pour pouvoir la pallier, que ce soit au niveau de la personne, de l'équipe, que ce soit physique, que ce soit environnemental, au niveau des chaussures adaptées. Donc tous ces éléments, c'est des choses qu'il peut mettre en place, mais il n'est pas responsable. Et du coup, la chute de l'aider va réveiller une inquiétude majorée chez l'aidant et du coup il va être dans la surprotection de son parent et donc la surculpabilité parce qu'il n'a pas su protéger. Mais cette chute, elle est là, elle est liée à plusieurs facteurs sur lesquels des fois l'aidant il peut pas vraiment faire quelque chose. Donc il faut sécuriser pour pouvoir être rassuré, mais surtout ne pas tomber dans le sentiment qu'il est responsable de tout ce qui s'est passé. Concilier vie personnelle et vie d'aidant est parfois un défi. C'est ce que nous a confié Cyrielle dans un témoignage que je vous partage maintenant. Elle nous dit: bonjour, je vis en ce moment une situation compliquée. Mon papa s'est cassé le col du fémur et vivant seul, il a besoin de moi et de ma sœur au quotidien pour l'aider. De mon côté, je suis maman, j'ai 2 enfants en bas âge avec mon conjoint et puis je travaille. Je gère tout de front depuis plusieurs semaines, mais j'ai bien du mal à trouver un équilibre. Auriez-vous des conseils pour mieux concilier les choses et trouver un meilleur équilibre? Soit, qu'est-ce qu'on peut répondre à Cyrielle? C'est vrai que être aidant d'un parent malade, ce n'est pas la seule mission que l'aidant va jouer.
Et assez souvent, les aidants sont partagés entre leur propre vie familiale. Ils ont des fois un conjoint, des enfants en bas âge. Ils ont aussi un poste, un patron qui attend beaucoup de leur mission au travail. Et puis un parent dont la dépendance augmente de plus en plus. Et surtout quand il y a par exemple comme ça une fracture, une chute, une fracture, il y a un besoin massif d'aide. Et l'aidant va être complètement tiraillé entre toutes ces engagements qui le tiraillent un peu dans tous les sens. Et donc c'est des réalités qui sont très épuisantes parce que il a envie d'être au chevet de son parent le plus possible et de veiller sur ce parent, mais en même temps il a d'autres réalités qui l'appellent. Donc c'est vrai que c'est des situations assez compliquées dans lesquelles l'aidant va tirer le plus possible sur la corde, mais attention à ce qu'elle ne se déchire pas, cette corde. C'est-à-dire que le but c'est de trouver des modalités d'accompagnement du parent. Et c'est vrai qu'en France, on a quand même beaucoup de mesures d'aide. On a des aides à domicile, on a des intervenants qui peuvent se faire au domicile, on a des institutions en post-opératoire, tout ce qu'on appelle les SSR, des structures, de convalescence qui permettent vraiment à la personne de se reprendre en main et de récupérer le maximum de son autonomie. Donc, il faut aller voir autour de la zone d'habitation du parent tout ce qui existe comme aide. Il y a une vraie diversité des aides et de voir qu'est-ce qui peut être adapté à être introduit dans ce contexte. Ce que je conseille moi souvent, c'est d'introduire les aides trop tôt, même avant d'attendre des fois que les choses se compliquent. C'est-à-dire, faut pas attendre une chute et puis une fracture pour voir l'existant. Plus on a une idée très claire de l'existant, plus on va faire appel à elle au moment venu. Trouvons autour de soi ce qui existe pour nous relayer et acceptons le relais auprès de ce parent. Et le moment du relais, c'est aussi un moment de répit pour l'aidant pour se restaurer et revenir dans des meilleures conditions auprès de son parent. Donc le moment de répit de l'aidant, ce n'est pas au détriment du parent, c'est aussi dans la recherche de l'amélioration de la qualité relationnelle par la suite. Et donc c'est important d'accepter des aides et surtout de découvrir toute la diversité des solutions qui existent autour de soi et aussi de relativiser la responsabilité de l'aidant. Pour terminer, Souad, qu'aimeriez-vous dire aux aidants qui vous écoutent aujourd'hui? Le message que j'aimerais vraiment transmettre à tous les aidants, c'est que cette mission d'aidant, elle peut durer des années et des années. Ça peut être et c'est important d'aménager son rythme de croisière pour aller jusqu'au bout dans les meilleures conditions. Et ça ne peut se faire qu'en ayant vraiment une idée la plus juste de la situation, en ayant suffisamment d'informations pour réguler les choses et surtout être dans la prévention, notamment par exemple de la chute, et surtout accepter et de s'ouvrir sur le monde pour accepter les aides existantes. Et on a vraiment la chance en France d'avoir une diversité d'apports de l'extérieur. Donc soyons ouverts, acceptons l'aide et puis surtout aménageons notre rythme de croisière parce que ça peut durer des années et des années. Merci beaucoup Souad Méziane Damné d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes psychologue, neuropsychologue et chercheur en gériatrie. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir écouté ce 4e épisode du podcast Pas à Pas qui vous est proposé par Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Alors en complément de cet épisode, vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce sujet sur le site assurance-prévention.fr. Le lien est aussi indiqué dans les notes de l'épisode. Alors vous l'aurez compris, sensibiliser, dépister, agir, partager ce podcast autour de vous, c'est être déjà acteur de la prévention des chutes de nos aînés. Alors pour cela, merci et je vous dis à très bientôt.